En mathématiques, il existe des fonctions super compliquées à exprimer. Tu t'es sûrement déjà amusé avec ta calculatrice à tracer des fonctions hyper compliquées, en mettant des racines carrées dans des cosinus, en rajoutant tout ça dans une arctangente. Eh bien aujourd'hui, nous allons nous amuser un peu avec ça. Salut, aujourd'hui je te propose une petite énigme. Voici une fonction qui est définie ici comme tu le vois par disjonction des cas. On a la fonction f qui a x associe x carré si x est plus grand que 4, x plus 1 si x se situe dans l'intervalle 0,1 fermé ou dans l'intervalle 2,4 ouvert, et moins x sinon dans tous les autres cas. Et moi ce que je te propose dans cette vidéo, c'est d'essayer d'exprimer cette fonction de façon analytique, c'est-à-dire en utilisant uniquement les fonctions et les opérations de base des mathématiques, à savoir l'addition, la soustraction, la multiplication, la division, les puissances et les racines. Autrement dit, pas de logarithme, pas de fonction trigonométrique, pas de valeur absolue, mais aussi et surtout pas de disjonction de cas comme c'est le cas ici. Il me faut seulement un et un seul calcul qui tient en une ligne. Évidemment, ce que je te propose ici, ça prend un peu de temps, tu n'as qu'à voir le temps que dure la vidéo. C'est pourquoi je te suggère de mettre la vidéo sur pause si tu veux prendre le temps de réfléchir par toi-même, essayer de trouver quelques idées, et juste après, on passe à la correction. Tout d'abord, quand on a affaire à une disjonction de cas comme c'est le cas ici, ce qu'il faut, c'est d'abord essayer de se souvenir de toutes les fonctions qui sont déjà définies par disjonction de cas. Alors, des fonctions définies par disjonction de cas, on en connaît en fait trois principales. Il y en a d'autres, mais il y en a surtout trois. La première, la plus connue, c'est la valeur absolue. La valeur absolue de x est définie comme x si x est positif, moins x si non. Alors là, tout de suite, on remarque que cette valeur absolue, on risque de l'utiliser, puisque tu le vois ici, on a x plus grand que 4, on a un cas avec x plus grand que quelque chose, comme pour la valeur absolue, le premier cas ici, x plus grand que 0. Ensuite, deuxième fonction définie par disjonction de cas, la fonction indicatrice. Alors la fonction indicatrice dans E de x, c'est égal à 1 si x appartient à E, 0 si non. La fonction indicatrice dans E répond donc simplement à la question, est-ce que x appartient à E? Bon alors pour l'instant on sait bien, on a deux fonctions définies par disjonction de cas, mais rappelle-toi, moi je veux une expression analytique avec simplement les opérations de base des mathématiques. Et là pour l'instant ces deux fonctions, on va pas pouvoir en fait les utiliser dans notre résultat final. En revanche, la troisième fonction, on va pouvoir. Cette troisième fonction, c'est la fonction qui à x associe 0 puissance x. Là, on a des puissances, et ça, on a dit qu'on avait le droit dans notre résultat final. Et ce 0 puissance x, combien il vaut? Alors, il y a une petite subtilité, ça vaut a priori toujours 0, 0 puissance n'importe quoi, c'est une répétition de multiplication par 0, donc ça fait toujours 0. Ouais, mais pas pour le cas x égale 0, parce que 0 puissance 0, par convention, en fait, ça vaut 1. Alors, il y a plusieurs explications à cela. La première explication, c'est que, en fait, 0 puissance 0, ça correspond au produit vide, de la même façon que n'importe quoi puissance 0, c'est le produit vide. Si je dis 15 puissance 0, ça fait aussi 1. Et quand on a quelque chose de vide en mathématiques, par exemple le produit vide, il faut faire appel à ce qu'on appelle l'élément neutre de l'opération en question. L'élément neutre, c'est simplement le nombre qui ne change rien au résultat final dans une opération. Pour la multiplication, l'élément neutre, c'est évidemment 1, puisque 1 fois n'importe quoi, ça fait ce même n'importe quoi. Ensuite, quand on a une somme vide, en fait c'est un peu la même chose. Une somme vide, il faut faire appel à l'élément neutre de l'addition, ici à savoir 0. C'est pour ça d'ailleurs que x fois 0, en fait ça fait 0, puisque x fois 0 c'est simplement une répétition d'addition. Tu te rappelles que la multiplication, il suffit de répéter plusieurs fois une addition, mais on la répète combien de fois? 0 fois. X fois 0, on répète 0 fois l'addition. Donc on a affaire à une somme vide, et donc le résultat c'est 0. Et donc ici pour le produit vide, quand x est égal à 0, il faut faire appel au nombre 1. Et donc je le répète, ce 0 puissance x, il est super intéressant parce que là on va pouvoir l'écrire, on va pouvoir l'utiliser, puisque on a affaire à une opération de base qu'on s'est autorisé à utiliser. Et tu vas voir que dans la suite de la vidéo, des 0 puissance x, va y en avoir un sacré paquet. Allez, maintenant, une fois qu'on a fait ça, il va falloir essayer de deviner quelle est la fonction parmi les trois ici qu'on va utiliser dès le début pour essayer d'exprimer ici cette fonction sans utiliser une disjonction de cas, c'est-à-dire en une seule ligne. Je te laisse réfléchir pour l'instant à cette étape de calcul. Laquelle va-t-on utiliser? Eh bien la réponse c'est la fonction indicatrice. La fonction indicatrice, elle est super pratique, puisque la fonction indicatrice, on peut l'utiliser pour n'importe quel ensemble E. Il suffit de remplacer E par
ce qu'on a envie, et la fonction indicatrice va nous renvoyer le résultat que l'on souhaite. Il suffit donc de multiplier chacun des résultats possibles de la fonction par la fonction indicatrice dans l'ensemble qui correspond au cas qui est écrit juste à droite. Allez, pour le premier cas, regarde, c'est facile, on prend x carré et on le multiplie par la fonction indicatrice d'un ensemble, alors il faut déterminer cet ensemble. On veut l'ensemble de tous les x plus grands que 4. Bah ça va simplement être l'intervalle, d'accord, de 4 jusqu'à plus l'infini, c'est simplement ça, d'accord, on n'oublie pas de x. On fait la même chose avec les deux autres cas, alors pour le deuxième cas ici c'est un peu plus compliqué parce qu'on a un ou, sauf que le ou avec les ensembles c'est super simple, ça se traduit simplement par une union. Et le dernier cas, attention, il va être un peu plus compliqué parce que le sinon, comment on le traduit? Eh bien le sinon on le traduit comme x est un nombre réel, mais qui n'est pas plus grand que 4, qui n'est pas dans 0,1 et qui n'est pas dans 2,4. Donc on va avoir ici une différence d'ensemble, hein, avec des privés 2. Et voilà, on a terminé ici d'exprimer notre fonction à l'aide ici des fonctions indicatrices. Alors bien entendu, ici il va y avoir des simplifications à faire, hein, surtout ici, ce truc-là, on va pouvoir l'écrire autrement. Voilà, ici j'ai simplement simplifié l'ensemble qui était un peu long, donc ça donne un truc quand même un peu plus simple. Bien, alors ça c'est super, on avance, mais il y a toujours un problème, c'est que cette fonction indicatrice, bah ça fait pas partie des opérations de base qu'on a le droit d'utiliser. Donc il va falloir ruser, il va falloir essayer de trouver un moyen d'exprimer la fonction indicatrice de manière simple. Bien, alors pour l'instant on va ouvrir une petite parenthèse, on va commencer par les fonctions indicatrices les plus simples qui existent, à savoir les fonctions indicatrices sur des singletons. On va commencer par la fonction indicatrice sur le singleton 0. Bah ici c'est très simple, on se rapporte à la définition, et d'après la définition, on a ça. Sauf qu'ici, x appartient au singleton 0, bah ça peut simplement s'écrire x égale 0. Bah oui, il n'y a qu'un seul élément dans l'ensemble, donc si x appartient au singleton 0, il est forcément égal à 0. Et là, est-ce que tu reconnais pas quelque chose? Bah si, regarde, c'est simplement 0 puissance x. Alors attention, il y avait quand même une petite subtilité quand même importante, hein, que je n'ai pas ici relevée, c'est que pour 0 puissance x, ça ne marche que pour x positif. Bah oui, si x est strictement négatif, par exemple si x égale moins 1, 0 puissance moins 1, bah tu sais que c'est l'inverse de 0, c'est donc 1 sur 0, 1 divisé par 0. Oula, une division par 0, on n'aime pas trop ça en maths. Donc effectivement, ça ne marche que pour x positif. Donc d'ailleurs, je vais faire un petit remplacement ici, on va préciser quand même, ici, à la place de mettre sinon, je vais mettre ici si x, ici, strictement positif, et malheureusement pour x strictement négatif, eh bien 0 puissance x n'est pas défini. Mais c'est pas grave, tu verras dans la suite de la vidéo que l'on va ruser. En tout cas, toujours est-il que pour l'instant, eh bien, on peut écrire 0 puissance x, mais uniquement pour x positif. Si x est négatif, bah ça marche pas, mais c'est pas grave, on peut essayer de rendre x positif. Pour ça, il y a deux solutions. Soit on utilise la valeur absolue, bah oui, la valeur absolue, ça rend le nombre positif, soit on utilise simplement le carré. Alors attention, parce que le carré, ça modifie quand même la valeur du nombre, hein. La valeur absolue, ça change pas grand-chose, ça supprime simplement le signe. Mais le carré, il faut faire attention quand on le manipule. Sauf que là, ça pose pas de problème parce que le cas particulier ici, c'est x égale 0. Sauf que 0 au carré, bah ça fait 0. Hein, qu'on utilise la valeur absolue de 0, ça fait 0. 0 au carré, ça fait 0. Donc, a priori, ici, il n'y a pas de problème qu'on utilise valeur absolue ou le carré, c'est la même chose. Mais comme la valeur absolue, a priori, on n'a pas le droit de l'utiliser dans notre réponse finale, bah on va utiliser le carré, puisque le carré c'est une puissance, on a le droit de l'utiliser. Donc on va mettre 0 puissance x carré. Et là, ça y est, c'est bon, on a exprimé notre fonction indicatrice dans un singleton par, ici, une expression analytique, 0 puissance x carré. Maintenant, on va essayer de le faire sur n'importe quel singleton, avec un singleton A. Ici, A est un nombre réel quelconque. Donc par définition, ça vaut 1 si x est égal à A, 0 sinon. Et là, la formule 0 puissance x carré, bah ça va plus marcher. La formule, elle marchait que pour A égale 0. Bah, pour avoir une formule qui fonctionne, il faudrait essayer de se ramener à la fonction indicatrice sur le singleton 0. Bah pour ça, il suffit de soustraire A à x, hein, d'accord? Au lieu d'avoir x carré, je vais avoir ici x moins A au carré. Et là, effectivement, lorsque x est égal à A, donc dans notre cas particulier ici, bah on revient ici à notre définition, hein, avec le 0. Et donc là, ça y est, on se retrouve avec quelque chose de beaucoup plus intéressant. On a exprimé la fonction indicatrice sur n'importe quel singleton. Alors les singletons, c'est bien beau, mais nous, ça ne nous intéresse pas, hein, pour notre fonction, puisque des singletons, on n'en a pas. Hein. On a à chaque fois des intervalles ou des unions d'intervalles. Eh bien, c'est parti, on va parler maintenant des intervalles. On va commencer par la fonction indicatrice
indicatrice sur l'intervalle a plus l'infini, fermé en A. Essayons d'analyser les fonctions de référence que l'on a marquées juste à gauche. Quelle est la fonction qui peut être utile pour exprimer cette fonction indicatrice? Eh bien l'intervalle a plus l'infini, c'est l'ensemble des x qui sont plus grands que A. On a quoi ici comme fonction avec des plus grands que? Eh bien on a la valeur absolue et on a 0 puissance x. Mais 0 puissance x ça va pas trop nous intéresser parce que l'autre cas c'est avec le cas d'égalité, c'est même le cas principal qui nous intéresse quand on utilise 0 puissance x. En revanche le cas principal dans la valeur absolue c'est bien x plus grand que 0. Sauf que là on n'a pas 0, on a a, où a est un nombre réel quelconque. Mais c'est pas grave, on va commencer du coup par s'intéresser au cas a égale 0, donc à la place de a on va d'abord mettre 0, et puis on s'intéressera plus tard pour n'importe quel a. Bien du coup, si on écrit ceci, si on dit que c'est égal à la valeur absolue de x, bon, évidemment c'est complètement faux, il suffit de prendre des exemples pour se rendre compte que c'est n'importe quoi. Pourquoi? Tout simplement parce que notre fonction valeur absolue de x, elle varie partout, à n'importe quel endroit, il n'y a pas de tangente horizontale, alors que notre fonction indicatrice, elle est quasiment constante, elle vaut soit tout le temps 0, soit tout le temps 1. Donc il faudrait se ramener à une fonction qui est quasiment constante. Pour ça c'est très simple, notre valeur absolue de x, elle vaut soit x, soit moins x. Si on effectue une division, par exemple, x divisé par valeur absolue de x, du coup soit ça vaudra 1, soit ça vaudra moins 1. Voilà, ici on a donc une fonction qui est quasiment constante, qui vaut soit 1, soit moins 1. Mais nous, je te rappelle, on veut une fonction qui vaut soit 1, soit 0. Mais c'est pas grave, on va ruser, tu vas voir après. Pour l'instant, il faut quand même faire attention à un petit problème, c'est que ici, pour x égale 0, il y a un problème. On aurait 0 divisé par 0. 0 divisé par 0, oula. Ce qu'il faudrait faire, c'est donc rajouter une petite vérification qui vérifie si on est dans le cas x égale 0. Eh bien, on utilise la fonction indicatrice dans le singleton 0. Là, on l'ajoute donc au numérateur et au dénominateur, et on regarde si x est égal à 0. Est-ce qu'il y a toujours un problème? Si x est égal à 0, x plus indicatrice de 0, ça fait 1, puisque l'indicatrice de 0, ici dans le singleton 0, ça fait 1. Au dénominateur, ça fait quoi? Ça fait 1 aussi. 1 divisé par 1, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de division par 0, 1 divisé par 1, ça fait 1. Et est-ce que c'est cohérent avec la fonction indicatrice ici? Oui, totalement. Si jamais x est égal à 0, comme comme 0 fait partie de l'intervalle ici, on aimerait que le résultat, ça soit 1. Donc ici, c'est bon, on a bel et bien ce qu'on veut. Sauf que la fonction indicatrice, on connaît sa formule, elle est écrite ici, donc il suffit de remplacer. Ok, alors là, il y a toujours un problème, je t'en ai parlé juste avant. Je t'ai dit que le problème, c'est que si x est strictement négatif, ce truc-là, ça donne moins 1. Il suffit de le vérifier par toi-même, remplace tout le x par moins 1, ça donne quoi? Moins 1 plus 0 puissance x carré, donc 0 puissance moins 1 au carré, c'est-à-dire 0 puissance 1, c'est-à-dire 0, donc moins 1 plus 0 au numérateur, donc moins 1, le tout divisé par la valeur absolue de moins 1, c'est-à-dire divisé par 1, plus un truc là ici qui vaut 0 aussi. On récapitule, on a donc moins 1 divisé par 1. Moins 1 divisé par 1, ça fait moins 1. Mais nous, on veut pas de moins 1, on veut du 0. Écoute, c'est pas grave, ici il y a simplement deux cas, soit ça vaut 1, soit ça vaut moins 1, et on veut transformer le moins 1 en 0. Donc il suffit de passer par la fonction indicatrice. Alors ici, le singleton, ça serait quoi? Ici, ça serait 1. On veut transformer le 1 en 1, en fait. On a donc la fonction indicatrice sur le singleton 1 de tout ce truc-là. Et maintenant, en utilisant la formule de la fonction indicatrice, on obtient, après quelques simplifications, ceci. Bon, à nouveau, on l'a fait pour a égale 0, mais on peut le faire pour un a quelconque. Donc il suffit à nouveau de remplacer tous les x par x moins a, pour faire un décalage, pour se ramener au cas a égale 0. Et maintenant, dernière petite modification que l'on peut faire, c'est la valeur absolue. La valeur absolue, je te l'ai déjà dit, on ne peut pas l'utiliser, on ne s'autorise que les opérations de base, la valeur absolue n'en fait pas partie. En revanche, j'ai dit qu'on avait le droit aux puissances et aussi aux racines. Et la valeur absolue, tu le sais sûrement, cela peut s'écrire comme la racine carrée de x moins a carré. Ça, si on regarde, ça donne bien la valeur absolue. Si x moins a est positif, pas de problème, le mettre au carré, ça reste positif, et la racine carrée, c'est comme si ça supprimait le carré. Par contre, si x moins a est négatif, le mettre au carré, ça devient positif. Puis prendre la racine carrée, ça reste positif, donc c'est comme si ça prenait la valeur absolue. Et là, on a une expression parfaitement acceptable de notre, ici, fonction indicatrice pour l'intervalle a plus l'infini, fermé en a. Je l'ajoute donc dans la liste de nos fonctions de référence.
Maintenant, il suffit de tester, hein. Si x est strictement plus grand que a, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, bon, 0 puissance x moins a carré, x moins a au carré, ça va donner quelque chose de strictement positif, hein, donc 0 puissance blablabla, ça va faire 0. Pareil ici au dénominateur. Par contre, x moins a sur racine de x moins a au carré, c'est-à-dire x moins a sur valeur absolue de x moins a. Si x est strictement plus grand que a, évidemment, ça va donner 1. 1 moins 1, ça fait 0. 0 au carré, ça fait 0. Et 0 puissance 0, ça fait 1. Et donc ça, évidemment, c'est ce qu'on veut. Si x est égal à a, bah on regarde, hein, a moins a, ça fait 0. Pareil ici en dessous. Pour éviter de calculer 0 divisé par 0, heureusement, on a des choses qui viennent nous sauver un peu. Hein, 0 puissance 0, ça fait 1. 0 puissance 0, ça fait 1. 1 sur 1, ça fait 1. 1 moins 1, ça fait 0. 0 au carré, ça fait 0. 0 puissance 0, ça fait 1. Et là, à nouveau, c'est ce qu'on veut, puisque, évidemment, si x est égal à a, bah c'est bon. Hein, on aimerait bien que notre x ici soit dans l'intervalle a plus l'infini. Maintenant, si x est strictement plus petit que a, bah, il suffit de tester à nouveau. Hein, bon, ça va être globalement la même chose, c'est juste que au lieu d'avoir 1 pour la fraction, on aura moins 1. 1 moins moins 1, bah, ça fait 1 plus 1, ça fait 2. 2 au carré, ça fait 4. Et 0 puissance 4, ça fait 0. Et alors là, on peut juste se rendre compte de quelque chose, c'est que, en fait, le carré ici ne sert à rien. Puisqu'à chaque fois, t'as vu, on avait quelque chose de positif. Le carré, il était là pour rendre le truc positif. Mais là, du coup, il n'y a plus besoin. Bah donc, ce qu'on va faire, c'est simplement supprimer le carré. Et là, ça nous donne, en fait, exactement la même chose. Bien, maintenant, on va faire la même chose, mais cette fois-ci pour un intervalle a plus l'infini, mais ouvert en a. En fait, on part donc de l'intervalle a plus l'infini ouvert en a, et il faut simplement l'exprimer en utilisant l'intervalle que l'on connaît avec a plus l'infini fermé en a. Et évidemment, on a cette égalité-là, hein, avec une différence privée du singleton a. Et maintenant, pour se ramener aux fonctions indicatrices, il suffit de faire une table de vérité. Dans cette colonne, j'ai mis ici oui ou non x appartient à a, alors le non c'est 0, le oui c'est 1, et maintenant il suffit de compléter pour a privé de b. Si x n'appartient ni à a ni à b, bah il appartient pas à a privé de b, parce qu'il faudrait déjà qu'il appartienne à a. Donc ici on va avoir un 0. S'il n'appartient pas à a mais qu'il appartient à b, bah alors là on est encore plus certain qu'il ne va pas appartenir à a privé de b, parce que non seulement il appartient pas à a, sachant qu'il doit appartenir à A, mais en plus de ça, il faut pas qu'il appartienne à B, parce qu'on enlève B. Donc là, x n'appartient définitivement pas à A privé de B. Donc évidemment, on a un 0. Ensuite, x appartient à A et x n'appartient pas à B. Et ben là, c'est bon, il appartient à A, il n'appartient pas à B, donc il appartient bien à A privé de B. Donc ici, on met un 1. Et pour x appartient à A et à B, bah là, évidemment, non, hein, puisque on a privé de B, il faut pas qu'il appartienne à B, donc on va avoir un 0. En fait, une autre technique plus simple pour construire cette table de vérité, c'était d'écrire a privé de b sous la forme a inter b bar, d'accord? Ça c'est quelque chose que l'on fait souvent. Et à partir de là, ça devient quand même beaucoup plus simple de déterminer une formule pour la fonction indicatrice de a privé de b. C'est simplement la fonction indicatrice de a multipliée par 1 moins la fonction indicatrice de B. Et là, c'est gagné, on n'a que des trucs qu'on connaît. Ce truc-là, on le connaît. Bah oui, il est dans nos fonctions de référence. Maintenant, ce truc-là, bah on le connaît aussi avec les singletons, hein, il est là. On n'a plus qu'à remplacer, et ça nous donne ceci. Alors évidemment, je ne vais pas avoir la place, et surtout, je n'ai pas l'envie de réécrire cette formule dans cet encadré. C'est pourquoi je te le colle ici, en version numérique. Ce qui est génial, c'est que l'encadré, là, regarde, je peux le prendre, je peux le déplacer comme ceci, je peux le remettre là, je peux même le déplacer comme ça, hein. Regarde, hop, c'est magique, hop, hop, je l'avance même aussi, c'est génial, hein. Et si j'en veux pas, je peux même le prendre et je peux le jeter comme ça, voilà, il s'en va. Je vais quand même le remettre parce que c'est quand même mieux, voilà, comme ceci. Bien, à présent, on va faire la même chose avec les intervalles du type moins l'infini b fermé en b. Bah ça, on peut l'écrire r privé de b plus l'infini ouvert en b, et on peut aussi l'écrire comme le complémentaire de l'intervalle b plus l'infini. À partir de là, deux choix s'offrent à nous. Soit on utilise la formule avec la différence d'ensemble, hein, avec le privé de, c'est juste ici. Soit on essaye de faire une nouvelle table de vérité pour avoir la formule pour le complémentaire. Bah, on va faire les deux, regarde. Déjà, la fonction indicatrice pour r privé de, donc on a dit b plus l'infini, ok, de x. Ça, c'est donc la fonction indicatrice dans R, d'accord, multipliée par
1 moins la fonction indicatrice dans b plus l'infini. La fonction indicatrice dans R, c'est quoi? Bah, c'est la fonction constante égale à 1. Pourquoi? Bah parce que tous les réels sont des réels. Et comme on travaille sur des réels, on travaille pas sur des complexes, sur des vecteurs, non, on travaille sur des nombres réels. C'est vrai que je l'ai pas précisé, mais c'est évident puisqu'on a ici des inégalités. Eh bien, si je teste est-ce que x appartient à R, bah la réponse sera toujours oui. Donc la fonction indicatrice renverra toujours 1. Et la fonction indicatrice dans b plus l'infini, bah c'est le truc qui est juste ici, mais à la place de a, ici j'ai b. Bon, évidemment, je vais pas le réécrire. Et puis, évidemment, le 1 fois, on n'est pas obligé de l'écrire, donc c'est simplement 1 moins ce truc-là. Une autre façon de faire, super simple, c'est de faire une table de vérité. Si x appartient à A, donc 0 et 1, pour le cas x appartient à A, donc j'ai non, oui, 0 et 1, on remplit maintenant à droite, x appartient à A bar, donc au complémentaire de A, autrement dit, x n'appartient pas à A, bah ici, il suffit juste d'inverser, le 0 devient un 1, et le 1 devient un 0. Et donc là, on a directement la formule qui apparaît, d'accord? La fonction indicatrice dans A bar, c'est 1 moins la fonction indicatrice dans A. Donc je te mets à nouveau la formule ici en version numérique, flemme de la recopier, et enfin on fait exactement la même chose pour les intervalles de la forme moins l'infini b ouvert en b, je te détaille pas les calculs, c'est exactement pareil. Alors tout ça c'est bien beau, mais si on regarde notre formule, notre fonction ici, alors certes on a des intervalles ici non bornés avec jusqu'à plus l'infini, ici on a aussi jusqu'à moins l'infini, mais par contre on a aussi des intervalles bornés, regarde on a 0, 1, on a 2, 4 et on a 1, 2. Donc il faudrait aussi trouver des formules pour les fonctions indicatrices sur des intervalles bornés. Et bien là, à nouveau, on va procéder avec des tables de vérité, mais d'abord il faudrait écrire cet intervalle-là, l'intervalle AB fermé de chaque côté, en utilisant les intervalles que l'on connaît, c'est-à-dire avec des plus l'infini et des moins l'infini. Et bien en fait c'est assez simple, c'est simplement une intersection. Bah oui, cet intervalle c'est simplement moins l'infini B, inter A plus l'infini. Puisqu'effectivement on veut à la fois que ce soit plus petit que B, d'accord, évidemment, plus petit que B, et aussi plus grand que A. Et le et, en théorie des ensembles, il se traduit par une intersection. À nouveau, table de vérité, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Si x n'est pas dans A et n'est pas dans B, est-ce qu'il est dans A inter B? Bah évidemment non. Pour 0, 1, bah non plus. Pour 1, 0, non plus. Par contre, pour 1, 1, x appartient à A et x appartient à B, bah oui, il appartient du coup à A inter B. Donc on met un 1. Et là, tout de suite, la formule, elle saute aux yeux. La fonction indicatrice de A inter B, c'est simplement le produit des fonctions indicatrices de A et de B. On obtient donc ceci, et maintenant, il suffit de remplacer, puisque ça, on connaît, moins l'infini B. On connaît aussi, il suffit de regarder à gauche, la fonction indicatrice pour A plus l'infini. Maintenant, on remplace, et ça nous donne ceci. Tu le vois, c'est une formule qui est quand même relativement longue, mais tu n'as pas encore tout vu. On fait la même chose avec les intervalles semi-fermés, semi-ouverts, à gauche, à droite, blablabla. Ça nous donne quasiment les mêmes choses, il suffit de remplacer à chaque fois par les bonnes formules. Mais maintenant, il y a encore une chose que l'on n'a pas traitée, c'est l'union. Effectivement, on n'a pas encore traité le cas de la fonction indicatrice d'une union. À nouveau, table de vérité, 0, 0, bah évidemment non. 0, 1, là oui, puisqu'il appartient soit à B, soit aux deux. Donc ici on a 1. 1, 0, bah là à nouveau 1. Et si x appartient à la fois à et à b, est-ce que x appartient à la réunion des deux ensembles? Bah là à nouveau oui. Bon là la formule peut-être qu'elle saute un peu moins aux yeux, alors c'est vrai, mais on peut se souvenir d'une formule que l'on connaît sur le cardinal des ensembles, qui est d'ailleurs la même que sur les probabilités. C'est ce qu'on appelle le crible de Poincaré. En fait le cardinal de l'union c'est la somme des cardinaux moins le cardinal de l'intersection. Et c'est la même chose pour les probabilités. Ça vient du fait qu'en théorie des ensembles, si on veut calculer le nombre d'éléments d'une réunion d'ensemble, il faut faire attention de ne pas compter deux fois l'intersection des deux ensembles. Si on compte tous les éléments de A et tous les éléments de B, et qu'on additionne les deux, évidemment l'intersection des deux, on l'aura compté deux fois. Donc il faut la soustraire une fois pour la compter qu'une seule fois. Il suffit de remplacer card ou P par la fonction indicatrice pour vérifier si ça marche. Et bien là, on se rend compte que ça marche. Parce que 0 plus 0 moins 0, ça fait 0. 0 plus 1 moins 0, ça fait 1. 1 plus 0 moins 0, ça fait 1. Et 1 plus 1 moins 1, ça fait 1. Donc notre crible de Poincaré fonctionne aussi pour les fonctions indicatrices. Ok, maintenant il faut se poser quand même quelques questions pour simplifier un peu les choses. C'est que regarde cette intersection là, 0, 1, inter, 2, 4. Est-ce qu'il y a des éléments à la fois entre 0 et 1 et entre 2 et 4? Bah non, ce truc là c'est l'ensemble vide. Et même chose en bas, à la fois entre moins l'infini et 0 et entre 1 et 2, c'est pas possible. Et donc la fonction indicatrice sur l'ensemble vide de x, ça fait combien? Ça fait toujours 0. X ne
ne peut pas appartenir à l'ensemble vide. Donc la condition pour que la fonction indicatrice vale 1 n'est jamais vérifiée. Donc ce truc-là, ça fait 0, ce truc-là, ça fait 0. On peut donc les supprimer. Et maintenant, il n'y a plus qu'à remplacer chaque fonction indicatrice par les expressions qui sont écrites juste ici. Mais je ne vais pas le faire. Je vais laisser évidemment mon ordinateur le faire pour moi. Et je te mets la formule qui s'affiche juste en dessous. Tu le vois, c'est magnifique. Voilà, je te laisse avec cette magnifique formule qui est même quasiment illisible, tellement que c'est écrit petit. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Je te remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si elle t'a plu, partage-la sur tes réseaux sociaux, lâche un like, un commentaire pour donner ton avis, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos. Mais surtout, si tu veux me soutenir financièrement, tu peux souscrire à la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre ou acheter l'un de mes t-shirts dans la des boutiques. Merci et quant à moi, je te dis à la prochaine. Salut!